Bon, salut à tous, on se retrouve dans le jardin sur la terrasse plutôt, on peut pas appeler ça un jardin de Oui, David. c'est un jardin. de- Là, vous voyez pas à côté, mais il y a au c'est moins le 400 jardin, c'est kilomètres le carrés. jardin d'Éden de David Strength Développement. On revient du Silent Worker Meet où on a pu assister à une belle performance de la part de, Quentin, de monsieur Quentin Garcia. très belle compétition. Euh, on voulait récupérer sa petite pancarte avec sa tête là pour la mettre à côté de moi, mais il y tenait trop, donc il est avec nous par la pensée. L'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'était C'est pas un podcast, hein. voilà, c'est pas un podcast, c'est une vidéo. Merci pour la précision, la gifle de Daron de David. Et Tu vas me cadrer. du coup, l'objectif, c'est de revenir un peu sur des convictions qu'on a pu avoir par le passé, un passé proche ou plus ou moins Ouais, lointain, et sur lesquels on est revenu, et d'expliquer un peu pourquoi on a changé d'avis sur ces aspects-là. c'est ça. Et on va chacun aborder une ou deux thématiques sur lesquelles on a revu notre position au cours des derniers mois. C'est Donc je vais ça. Donc, laisser David commencer. ouais. Ouais, donc l'idée, c'est de parler un petit peu de peut-être des croyances qu'on a pu avoir par le passé ou qu'on estimait à l'époque. On pensait pas que c'était des croyances, mais aujourd'hui, on le pense. Ou des changements d'approche, hein. Voilà, des changements d'approche, que ce soit sur la programmation ou tout ce qui, enfin, un petit peu tout ce qui est autour de l'entraînement. Donc moi, je vais un petit peu commencer. Alors, je vais parler un petit peu du design. Bon, ça va faire un peu peut-être écho au dernier podcast qu'on a fait avec Thibaut Atlas sur les méthodologies. Mais en fait, moi, à une certaine époque, peut-être, ça remonte à peut-être 3 4 ans, j'avais tendance à penser que euh, pour créer un bon bloc et pour maximiser le, la pertinence ou en tout cas la fiabilité des données qui vont être extraites d'un bloc, il fallait designer ces blocs pour qu'il y ait un minimum de bruit dans les données, c'est-à-dire voilà, une méthodologie assez stricte que je pouvais peut-être à l'époque comparer à une méthodologie scientifique, mais avec du recul, bon voilà, je vais expliquer pourquoi aujourd'hui je pense que ça ne l'est pas. Et voilà, j'avais tendance à me dire, bon, il faut pas que j'ai trop de bruit, faut pas que je fasse des protocoles trop différents, que ce soit d'un bloc à l'autre, mais même au sein du même bloc, euh, pour une même exposition. C'est-à-dire si mon exposition au squat du lundi, par exemple, c'est une single avec des back-off en x5, par exemple, bah, j'avais plutôt tendance à garder ça constant pendant tout le long du bloc avec les mêmes RPE, etc. Donc ça peut s'apparenter à ce qu'on pourrait faire en RPE constant, par exemple, sur des RPE constants. Forcément, l'idée de base, c'est que ça m'est venu par emerging strategy un petit peu. Et alors, je pense toujours que dans une certaine mesure, ça fiabilise un peu plus les données aujourd'hui. Mais ce qui me fait revenir sur ça, c'est que, en fait, c'est avec enfin, suite à plusieurs discussions que j'ai eues avec Ben, euh, aujourd'hui, je pense que comme on est en conditions réelles, c'est-à-dire avec des athlètes qui ont une vie, qui sont pas des rats de laboratoire, bah, euh, j'ai tendance à me dire qu'en fait, c'est pas trop possible en fait d'avoir des données ultra fiables dans une certaine mesure. Encore une fois, forcément, si on fait des choses trop différentes d'une semaine à l'autre, ça va introduire du bruit dans les données, ça va introduire des biais, etc. Mais en fait, je me dis que si, pour une raison qui peut être d'ordre psychologique ou souvent, je pense en ce moment, je pense beaucoup que les protocoles, ils se justifient plus par des raisons psychologiques qu'autre chose. Mais si pour une quelconque raison, il faut mettre du bruit dans les données pour faire progresser l'athlète, alors pourquoi s'en priver? En fait, on prend le risque d'avoir des données moins fiables pour le progrès de l'athlète au final. Donc l'un dans l'autre, je me dis que fonctionner comme ça, c'est mieux que vouloir à tout prix des données très très fiables, quoi. Ouais. Bah, je Voilà, je pense sais pas qu'on si je me suis bien exprimé. on peut revenir un peu sur le fondement de ça, du côté d'Emerging Strategy, hein. L'idée, c'était d'identifier les protocoles auxquels la tête répondait le mieux. Et pour ça, c'est vrai qu'avec la tactique des RPE constants, l'idée, c'était d'avoir une progression peut-être ou non, justement, une progression ou non, ça c'était l'objectif de le déterminer, avec un format constant au cours des microcycles, de semaine en semaine. Donc, par exemple, si on faisait un single RP8, voilà, on le répétait chaque semaine pour savoir si on répondait bien ou non à un single RP8. Ouais. Maintenant, le problème, effectivement, enfin, pour moi, il y a deux choses qu'on prend pas en compte. C'est l'interaction des semaines les unes avec les autres, savoir si enchaîner plusieurs protocoles différents au cours des semaines pourrait avoir un bénéfice quelconque. Et surtout,
Comme tu l'as dit, si psychologiquement, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, l'athlète se sent à l'aise avec par exemple des RPE croissants au cours du bloc, pourquoi s'en priver? Dans la mesure où on reste quand même, et ça je pense que tous les trois on s'accordera pour le dire, sur des choses relativement semblables d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire que on passe pas d'une semaine où pour la même séance on fait des x10 à une semaine où on fait des singles, mais où on sacrifie peut-être un peu cette objectivité, ce côté scientifique, pour introduire quelque chose qui est peut-être plus propice psychologiquement à la progression pour l'athlète. Euh, et ça, bon, ça reste très individuel. C'est-à-dire que pour ce qui est de mon cas personnel, j'ai plutôt tendance à rester sur des RPE constants parce que probablement j'ai l'habitude de travailler avec ça et c'est ce qui me donne le plus de confiance et de peut-être prédictibilité, j'en sais rien, de capacité à me projeter dans la séance. Par contre, pour d'autres, effectivement, qui sont habitués à travailler avec les RPE croissants, c'est plus intéressant. Ouais. Ouais, moi, je partage assez ta pensée, David, dans le sens où moi, j'ai remarqué aussi chez certains des athlètes que j'ai pu suivre que lorsque j'imposais des protocoles assez fixes, il y avait tendance à avoir un petit peu d'ennui dans la programmation qui s'installait au fur et à mesure des semaines. Et c'est vrai que le fait, par exemple, d'introduire des RPE ascendants au cours du bloc pouvait amener un certain amusement chez certains athlètes qui ont quand même besoin d'avoir cette sollicitation. Maintenant, ça dépend de chacun, hein. C'est ici que se pose la question d'individualisation, je pense. Moi, je peux être très carré, le bon soldat qui respecte ses protocoles et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des athlètes qui ont quand même régulièrement besoin de cette sollicitation. Voilà, tester par exemple des AMRAP en fin de bloc, aller chercher un peu le RPE9. Voilà, tout dépend de chacun, mais c'est vrai que pour cet aspect entre guillemets psychologique, voire ludique, moi j'ai de plus en plus tendance à incrémenter des blocs assez variables, d'autant plus que c'est vrai que bon, les athlètes qu'on coach ont parfois de grosses contraintes au niveau du travail et tout, faut quand même savoir bien adapter en termes de programme. Donc ouais, à ce niveau-là, je te rejoins tout à fait, ouais. Bah, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est que euh, déjà, il y a ça, le côté peut-être l'aspect ludique, mais je trouve aussi que, encore une fois, on reprend un peu l'exemple des RP ascendants, ça peut participer à créer un élan aussi, on va pas se mentir, hein. C'est peut-être parfois un peu artificiel, ça peut être aussi, ça rajoute un peu de prédictibilité dans le sens où, bah, si on prévoit pas d'aller chercher un gros RPE en fin de bloc, c'est plus facile à prédire, plus facile de prédire une charge si on sait qu'on va pas dépasser RPE 7-8, alors qu'il y a une certaine incertitude qui se met en place si on prévoit un MRAP où on sait pas trop combien de reps va faire notre athlète, ni trop la charge qu'il va utiliser. On peut à peu près prédire une fourchette évidemment, mais là voilà, dans le cas où on cherche à être précis entre guillemets, c'est peut-être moins le cas. Et aussi une autre chose, c'est que je pense que les formats aussi ils peuvent être, alors c'est un petit peu difficile à évaluer, mais dans mon cas par exemple, j'ai fait beaucoup de RPE ascendant dernièrement sur les squats, mais j'ai gardé parce que j'avais une justification derrière qui est que je revenais de blessure et que je m'étais dit ça me fait passer moins de temps sur des hauts RPE, mais tout en restant sur des RPE assez raisonnables slash hauts au final parce que je descendais pas en dessous d'RPE 6 sur mes top 7. Après sur des back-off, ça m'arrivait, mais bon, c'était un petit peu moins faible. C'est difficile de jauger un RPE 5, 4, 5, mais c'est pas l'idée non plus. Ça m'arrive parfois de programmer des RPE 4-5, mais je dis à mon athlète, bon, l'idée c'est que tu saches à peu près dans quelle zone te situer, mais c'est pas grave si t'es RPE 5 au lieu de 3, on s'en fout. L'idée c'est d'être sub 6 et d'avoir une idée à quel point il faut être sub 6. Et du coup, voilà, par rapport à ça, je faisais ça sur mon squat par rapport à ce que j'ai dit. Par contre, sur mon développé couché et mon deadlift, j'ai gardé des RPE constants parce que j'ai toujours progressé, j'ai toujours bien progressé comme ça. Et j'avais pas besoin, justement, pour revenir à ce truc de bruitage des données, j'avais pas besoin de, de mettre de la variabilité, en tout cas, que ce soit psychologiquement ou même sur ma réponse à l'entraînement. J'avais pas besoin de mettre des RPE ascendants, donc j'ai gardé quelque chose un format fixe, quoi. Je pense que cette notion de besoin, elle est intéressante. Je pense qu'effectivement, on aura toujours tendance, s'il n'y a pas le besoin du côté de l'athlète, à essayer de garder quelque chose le plus constant possible entre les semaines, justement pour pouvoir analyser le bloc à la fin et savoir si les formats qu'on a proposés ont ou non donné une progression intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, comme tu l'as dit Antoine, c'est qu'on a beaucoup introduit la chose avec les RPE ascendants, mais ça peut être aussi introduit d'autres manières. C'est-à-dire que par exemple, on peut imaginer un slot d'hypertrophie
où l'exercice ou la variation va être variable d'une semaine à l'autre, si on a un athlète qui a le besoin, justement, ce besoin un peu de renouvellement pour le côté psychologique, on peut aussi imaginer de proposer une semaine une machine, une semaine une variation moins spécifique. On peut jouer sur des fois on pourrait aller jouer sur les formats. Une fois de plus, tout en gardant quand même une structure assez semblable. Hein. L'idée, c'est pas de bousculer tout d'une semaine à l'autre parce que là, ça deviendrait totalement ininterprétable. Mais selon le besoin de l'athlète, ou effectivement, si l'individu a besoin de se challenger en fin de bloc, lui proposer par exemple des RPE constants et un RPE plus élevé la dernière semaine. L'avantage quand même, c'est qu'on travaille toujours avec les E1RM, donc avec les max finalement projetés à partir des performances en série. Donc on va dire que si la projection est bonne, on arrivera quand même à déterminer finalement si le format globalement proposé, si le bloc en lui-même a ou non provoqué une progression. Donc il y a quand même moyen d'interpréter les données, même si on a introduit un peu ce bruit. Oui, et puis, attends, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Ben. Outre l'aspect un peu performance, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'intéresser à ces données-là. On peut aussi voir la chose sous la forme d'une RAB, où de semaine en semaine, en fonction des oscillations de la douleur, des contraintes que peut avoir l'athlète dans sa vie professionnelle ou quoi, on pourrait mettre des RPE qui sont basés un peu sur le ressenti de l'athlète et doser les séances par rapport à ça. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que pour faire tout un bloc avec des RPE fixes, ça serait quand même assez compliqué. Donc ouais, pour le cas d'une réhab, en tout cas, je pense que le design des blocs, enfin, pouvoir faire en sorte que ça soit assez modulable, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je pense dans le cas d'une réhab d'avoir quelque chose de linéaire, enfin de fixe, pardon. C'est pas forcément envisageable, sachant que les symptômes ont tendance plutôt à varier. Oui. Donc c'est peut-être pas quelque chose de très réaliste entre guillemets. Ouais. Et j'allais dire quelque chose que j'ai oublié. Donc si ça me revient, Marque une pause. On fera un cut. je respire, je prends mon. Ouais, bon, on verra si ça me revient. Mais bon, c'était peut-être pas très intéressant finalement. Moi, je veux rebondir après là-dessus parce que ça introduit bien mon point sur l'analyse Ok. des données. Non, mais du coup, moi, ce que je voulais soulever un peu sur ce podcast, ça rejoint un peu ce point d'analyse de données dans la mesure où euh, typiquement, on avait un peu cette façon de penser, je pense, qui est dérivée hein, de la philosophie Emerging Strategies, de justement interpréter finalement l'évolution de la performance sur le bloc à partir des courbes de 1RM et de mettre en relation ce qu'on avait proposé en termes de programmation voilà, vis-à-vis de l'évolution de la performance. Peut-être sans prendre assez en compte tous les facteurs externes qui pourraient justifier la trajectoire de l'athlète sur le bloc. Et je pense que de plus en plus, j'ai tendance à relativiser l'effet pur de la programmation, c'est-à-dire des formats qu'on a proposés, et à mettre de plus en plus de poids sur tout ce qui a pu influencer la performance. Donc ça peut être effectivement, comme tu l'as soulevé Antoine, les contraintes professionnelles, les douleurs qui ont pu se manifester. Ça peut être des choses vraiment assez difficiles à cerner chez l'athlète. Hein. Donc si la motivation vraiment était haute pendant ce bloc, s'il y a eu j'en sais rien, ça peut être un athlète qui assister à une compétition, qui a un objectif très particulier qui se met en place, un athlète qui est en vacances, un athlète... Attends, mec, attends. C'est sûr. Je vais te fumer. Là, ça va être dur de reprendre. Non, mais Tu veux que c'est je bon, j'ai rebondisse réussi. Non, il est là. Ah, c'est bon, vas-y. Désolé, les gens. Tu veux que je rebondisse sur ce que tu as dit, Ben? Non, attends, j'avais pas fini. Si tu parlais des contraintes, etc. Donc ça peut être les contraintes professionnelles, un athlète qui est en vacances, qui va avoir plus de temps à consacrer, un athlète qui a assisté à une compétition qui l'a motivé, un athlète qui sort d'un bon bloc ou qui en tout cas d'un seul coup a une perspective psychologique beaucoup plus positive. Et souvent c'est assez difficile a posteriori quand on n'a pas bien recueilli ces informations de remettre le bloc dans ce contexte-là, et on a tendance à se focaliser du coup sur des blocs qui ont bien marché et à se dire bon bah c'est ce format que j'ai proposé qui a bien fonctionné, et à le reproposer dans des contextes où il aura pas le même effet, tout simplement parce que l'athlète n'est pas dans les mêmes conditions, n'est pas dans le même état d'esprit. Donc je pense que maintenant j'essaye d'avoir beaucoup plus cette attention
lors des calls de fin de bloc, ou même tout au long d'un bloc, dans la communication avec l'athlète, à recueillir toutes ces informations, toutes ces impressions, toutes ces sensations que l'athlète peut avoir, qui pourraient indiquer qu'on est dans une démarche positive, et aussi à faire attention à ce qui, dans la programmation, met l'athlète dans ces conditions. C'est-à-dire, est-ce que je ressens que tel format le motive, tel format l'amène à la croyance ou voilà la motivation finalement de performer et de se sentir à l'aise. Et ça rejoint un peu aussi ce que tu disais, David, sur les facteurs psychologiques qu'on met de plus en plus au centre de notre attention. À avoir, voilà, les données c'est bien, mais il faut du contexte aux données. Donc ce contexte, il faut le recueillir quand c'est le moment, parce qu'après c'est trop tard. Et c'est ce que peut aussi un outil comme une méta-analyse de blocs, où on va comparer les blocs entre eux, peut ne pas fournir si ces données-là, on ne les a pas, ou du moins pour interpréter l'analyse des blocs a posteriori. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait voilà, sur lequel je porte de plus en plus d'attention, et je pense qu'on sera tous d'accord Ouais, tout à là-dessus. fait. Et même, je pense que la notion de chronologie ici a toute son importance, dans le sens où, bah, si c'est un bloc qui s'est passé il y a 2 ou 3 blocs, je pense qu'on peut encore le réutiliser à la limite, voir si on n'a pas trop introduit de changements techniques ou autre. Mais c'est vrai que si le bloc a été réalisé peut-être l'année passée ou quoi, c'est vrai que, à mon sens, il serait difficile de le réutiliser pour préparer une échéance ou quoi que ce soit. D'autant, enfin, d'autant plus que je pense que au fur et à mesure du temps, l'athlète évolue dans sa pratique. Peut-être qu'un squat d'il y a 3 mois, ce sera plus le même parce qu'il aura introduit des changements. Les indices de stress seront peut-être assez différents. Il sera peut-être plus sollicitant avec l'expérience. Donc, moi, à ce niveau-là, ouais, je te rejoins assez sur ce point. Oui, Si tu voulais enfin, rajouter quelque je chose. pense qu'on peut pas dire que on peut pas le réutiliser, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'on puisse le réutiliser en ayant l'attente qui C'est produisent ça, les ouais. mêmes effets. Ouais. Bah, je pense que dans une certaine mesure, c'est une question qu'on s'était déjà posée, on n'était pas forcément d'accord, toi et moi, Ben. C'est que j'avais posé une question, est-ce que les données sont périssables? Et je sais pas si tu te souviens, Oui, oui, mais on a moi, discuté. je pensais, peut-être, je sais pas aujourd'hui où ça en est dans ma tête, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans, mais je pense que, bah, à partir d'un certain temps, si le contexte a beaucoup évolué, il y a quand même, bah, voilà, il y a quand même des données qu'on peut moins utiliser que d'autres. Et comme tu dis, il faut recontextualiser les données, enfin, ou les remettre dans leur contexte, quoi. Parce que, bah, c'est vrai que, par exemple, si on fait comme tu dis, une analyse, un groupement de plusieurs blocs, donc une méta-analyse de plusieurs blocs, et que, bah, on se rend compte que, voilà, on a des blocs, il y a 6 mois qui montraient que, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais, les x3 produisaient les meilleurs résultats, les x3 RP8 par exemple, bah, faut voir le contexte, quoi. Faut voir, est-ce que notre athlète, il était disposé au moment où il faisait ses x3, à faire, enfin, est-ce qu'il était au chômage? Est-ce qu'il avait un boulot, il bossait 45 heures par semaine? Ou est-ce que, voilà, il avait beaucoup de temps pour s'entraîner, ça pouvait être un peu sa priorité, entre guillemets, dans la vie, etc. Donc, voilà, ça joue. Et puis aussi, alors c'est peut-être pas, ça s'éloigne un petit peu peut-être du sujet, mais il y a aussi une notion de, bah, des fois, les données aussi, elles peuvent être biaisées. Par exemple, forcément, si on reprend l'exemple du x3, si on se rend compte qu'on fait tout le temps du x3 et que ça fonctionne, enfin, si on se rend compte que le x3 fonctionne et qu'on le fait tout le temps, bah, derrière, on a un énorme biais, c'est qu'on fait que des x3 et on n'a pas trop exploré le reste. Du coup, bon, ça peut, voilà. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment dans le. Ouais. Voilà. Non, Dans le. je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, David. Je pense que ici, l'intérêt des bilans de bloc, justement, prend son intérêt, Ouais. dans le sens où, je vais utiliser un exemple, un athlète dont tu m'avais parlé. Tu m'avais dit que tu répétais les 4 mêmes blocs en boucle. C'est peut-être que parce que dans cette situation, le contexte de l'athlète n'a pas changé. Non, c'est parce que je l'ai mis dans Un jour sans fin, la série, si vous connaissez. Non, ouais, le contexte de l'athlète n'a peut-être pas changé, donc d'où l'intérêt de discuter régulièrement avec l'athlète. Moi, je profite pas mal Ouais. des bilans de fin de bloc pour justement prendre mes infos à ce niveau-ci, justement. Euh, voilà, c'est ce que Et je voulais puis, rajouter. il y a aussi, bah, les données, c'est pas que quantitatif, hein, c'est aussi, bah, contextualisé, c'est avec des données qu'on appelle qualitatives, c'est-à-dire, bah, des choses qu'on peut pas vraiment quantifier, ou alors qu'on peut quantifier de manière subjective, donc au final,
on n'est pas forcément obligé, quoi. Par exemple, notre athlète nous dit, là, j'ai beaucoup travaillé, on pourrait le quantifier peut-être en nombre d'heures ou en RPE de travail, où là, le travail m'a beaucoup fatigué plutôt, on va dire, c'est un peu On plus pourrait parler subjectif. du fitness score ici. Ouais, voilà. Et voilà, on pourrait quantifier la fatigue un petit peu subjective, de manière subjective, bien qu'on sait, enfin, c'est pas forcément toujours corrélé à la performance, hein. En général, on va mesurer la fatigue par le niveau de performance. Si on veut être objectif, voilà, si ton athlète pendant 3 semaines, il est moins performant que sur un ensemble des 6 dernières semaines, par exemple, ou du dernier mois, bah, on va dire il est moins en forme. Pour autant, il se peut qu'il se sente pas moins en forme, mais sur les données, en tout cas, on peut le voir. Et à l'inverse, on peut avoir un athlète qui va noter sa fatigue subjectivement un peu élevée. Et en fait, sur les performances, ça continue de progresser. Donc, faut aussi se méfier un petit peu de ça. Ça fait partie de la contextualisation des données, ça aussi. Ouais, c'est ça, l'athlète est en constante évolution, donc d'où l'importance de prendre en considération ce type de C'est données ça, ouais. qui peuvent évoluer, même sa façon de noter son fitness score peut évoluer dans le temps. Donc, Je pense que voilà, ce qu'il faut, enfin, on n'est pas en train peut-être que la façon peut-être qu'on a tourné par exemple le podcast sur l'analyse des données avec Zaid, Zaïd, euh, salut. Je sais qu'il va donne nous regarder. l'impression qu'on a un peu cette approche pseudo-scientifique dans cette situation, et c'est vrai qu'on essaye de recueillir le plus de données possible et on incite les athlètes avec qui on travaille à être le plus, alors je dirais pas sérieux, mais être le plus proactif possible dans le Dans la dans le démarche, remplissage voilà, de leurs données d'entraînement, etc. Malgré tout, comme tu as dit David, les données, c'est pas que les chiffres sur la barre, c'est pas que le poids et le fitness score, c'est aussi tout un ensemble de ressentis, d'émotions, de plaisir à l'entraînement. Mm. Et c'est sur ces données-là, en tout cas, que j'essaie d'être le plus en plus, euh, C'est, ouais, voilà, à collecter ça. voilà, collecter ça et mettre les données chiffrées, les données quantitatives en regard de ces données Exact. qualitatives. Voilà. Voilà. Bah écoute, si t'as rien Non, d'autre à je rajouter à pense ce qu'on sujet, on peut passer la passer à parole ton à Antoine. sujet. Ouais. Antoine Brenon, ici Bresson. présent. Antoine Bresson. Antoine Bresson, petit carré, le cancre de Strain Développement, comme vous voulez. Alors moi, le point que je voulais aborder, c'était par rapport à la spécificité, c'est pas facile à dire, de l'entraînement. Pour mettre un peu de contexte, je sais que moi, lorsque je faisais un petit peu plus de compétition, je misais pas mal sur la fréquence de mes mouvements de compétition. J'avais assez peur lorsque, par exemple, je faisais pas du bench pendant 3 jours, de finir par dénaturer mon pattern, entre guillemets. Euh, donc je misais beaucoup sur cette fréquence, sur le fait d'avoir des assistances assez proches de mes mouvements de compétition. Et aujourd'hui, bon, par le biais de blessures qui sont arrivées, j'ai réduit cette fréquence au niveau de mes mouvements de compétition. J'ai introduit des patterns qui étaient souvent moins semblables à ceux de compétition. Et pour autant, je suis pas arrivé à une régression drastique, voire même une progression dans certains cas. Donc aujourd'hui, ce que j'ai changé dans ma façon de programmer, c'est cet aspect spécificité sur lequel je misais beaucoup auparavant. Voilà, je me base un petit peu moins là-dessus pour établir mes blocs. J'introduis parfois un petit peu plus de travail d'hypertrophie. C'est vrai que pour ma part, étant donné que j'ai commencé dans un contexte de musculation, c'est aussi quelque chose que j'aime faire. Donc il y a pour moi en tout cas l'aspect plaisir à l'entraînement qui rentre pas mal en jeu. Donc étant donné que ça me plaît, je fais des bonnes séances, en tout cas j'en ai l'impression, et ça m'amène dans une dynamique de progression sur le long terme au final, parce que c'est vrai que lorsqu'on répète des mouvements à l'infini qui sont les mêmes, c'est une discussion qu'on avait eue il y a quelques jours, on peut rentrer dans une espèce de routine qui fait que le plaisir à l'entraînement a tendance à se dissiper au fur et à mesure du temps. Donc voilà, moi, ce que j'ai changé, c'est un peu cette notion de répétabilité, de spécificité que je fais un petit peu moins maintenant par rapport à avant. Bah, c'est intéressant. Je pense qu'on est tous passés, en tout cas pour notre On s'est tous pratique posé la personnelle, question au moins. Ouais. on a tous vécu des expériences comme ça dans les ces derniers mois ou années qui nous ont un peu amené à ce questionnement-là sur l'intérêt. Enfin, on n'est pas en train de remettre en cause l'intérêt de pratiquer les mouvements de compétition, hein. Mais par exemple, j'avais un peu provoqué peut-être sur mes stories sur Instagram quand j'ai repris le sumo assez récemment. Donc sans refaire l'historique, voilà, j'avais j'ai toujours enfin des petites difficultés avec ma hanche.
Toi, tu veux Et, te faire des ennemis, des ops. et, et pour mieux tolérer l'entraînement, j'avais fait le choix pendant 1 an de pratiquer uniquement le soulevé de terre tradi. Et finalement, quand je suis revenu sur mon soulevé de terre sumo progressivement, en l'espace de quelques semaines, j'ai retrouvé un niveau qui était bien supérieur à celui que j'avais non seulement quand j'ai arrêté, mais je pense même la dernière fois que on peut qualifier de la période où j'étais en forme. Ouais. Et donc je suis un peu en train de tenter l'expérience actuellement avec le bench, où je pratique surtout du bench sit-up. Donc toi, Antoine, tu m'avais raconté un peu la même chose vis-à-vis de ta pratique du bench, où là, tu as introduit beaucoup plus de mouvements de type hypertrophie avec des amplitudes augmentées. Je pense que finalement, quand on y réfléchit bien, d'un point de vue même de la littérature, c'est pas du tout absurde, dans la mesure où quand on travaille dans des amplitudes plus importantes, on travaille les mêmes groupes musculaires sur des mouvements qui sont... Alors on a toujours l'impression de faire quelque chose de moins spécifique, mais en réalité, quand on fait de la machine pour les pecs, quand on fait du fit bench, quand on fait du tradi, on n'est quand même pas sur des patterns qui sont complètement délirants par rapport aux mouvements de compétition. Donc finalement, de travailler ces groupes musculaires dans des amplitudes plus importantes souvent que les mouvements de compétition, on arrive Tu à... lui as ôté les mots de la Voilà, bouche. J'ai mon envie qu'ils le objectif, disent quand même. mon objectif en fait, c'est de faire comment on dit, Un voilà, solo Q. voilà, qu'ils aient plus l'occasion de prendre la parole, c'est-à-dire de deviner leurs idées et de vous les servir avant qu'ils aient l'occasion. Ouais. Bah, moi, je voulais intervenir aussi. Déjà, la spécificité, je pense que c'est un peu. On voulait en faire un podcast, mais ça prend un peu de temps parce qu'on aimerait bien regarder à tes souhaits. On aimerait bien regarder un petit peu plus la littérature à ce sujet. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, souvent, ça a été observé de manière indirecte. Ouais. Vas-y, lâche-toi, mec. Souvent, ça a été observé un petit peu de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on a des protocoles où on va avoir des gens qui vont faire, par exemple, un protocole avec full amplitude versus amplitude partielle. Et en fait, on se rend compte sur les tests de force derrière que l'amplitude partielle est plus efficace pour gagner de la force sur l'amplitude partielle. Et Et complète. Attention, complète. ah ouais, bon, que quand on fait de l'amplitude complète, on va gagner plus de force en amplitude complète. Et quand on fait de l'amplitude partielle, on gagne plus de force en amplitude partielle. Mais aussi que quand on fait de l'amplitude complète, on gagne aussi pas mal de force en amplitude partielle pour autant qu'on a on est passé par cette amplitude-là. C'est un peu une manière indirecte de définir la spécificité parce que c'était peut-être pas le but de l'étude à la base. Et du coup, on a beaucoup d'études comme ça. Mais il y a aussi des principes qui sont énoncés comme le SAID, Specific Adaptations to Imposed Demand, je crois que c'est un truc comme ça. Et finalement, ça, c'est un fait, c'est des principes. Maintenant, en pratique, comme tu dis, Ben, je pense pas que vouloir faire full SBD, parce que c'est le plus spécifique, presque, bon, on va dire le plus spécifique, c'est full SBD, full single et à 10. Ça, je pense qu'on peut pas faire plus spécifique en mouvement de compétition pour du powerlifting. Donc, après, pour le développement global de l'athlète et même le développement tout court de l'athlète, bah, il n'y a pas que, voilà, c'est pas aussi simple que je vais faire full spécifique et mon athlète, il va progresser. Et il y a une chose que tu as mis dans tes notes et dont tu n'as pas parlé, Antoine, c'est débutant vs avancé. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'avancées qui prônent le full spécifique. Et je pense que la condition avancée fait que ça laisse plus de marge, on va dire, pour progresser avec du full spécifique, dans le sens où, pendant beaucoup d'années avant, peut-être qu'ils l'ont pas fait. C'est le chat, ça. Ah ouais. Bon, ben voilà. Je sais pas si vous voyez. Pendant beaucoup d'années, ils ont peut-être fait beaucoup de machines. Bon, voilà, ils ont fait leur premier gain autre qu'avec du full spécifique. Donc, forcément, je pense que ça a pu aider au moins de manière différée. C'est-à-dire que la masse musculaire qu'ils ont pris, que ces personnes-là ont pu prendre il y a quelques années, ils en bénéficient aujourd'hui, bien qu'il y a aussi une notion de spécificité dans la prise de masse musculaire, comme on connaît maintenant un petit peu l'angle de pénation, voilà, il y en a plein d'autres, mais même le système énergétique, etc. Bon, tout ça, quoi. Oui. On discutait avec Antoine sur le chemin, effectivement de ce côté. Finalement, est-ce qu'il y a un lien entre spécificité et niveau de pratique? Est-ce que, par exemple, un débutant devrait être moins spécifique, un avancé plus spécifique? Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir ce narratif-là,
qui peut se justifier, comme tu l'as dit, David, par ce côté le débutant, on a construit sa masse musculaire, on a construit un peu les différents patterns, le contrôle moteur, enfin tout un tas de choses qu'on t'en entend souvent parler. Mais je trouvais que la réflexion d'Antoine était intéressante de se dire que c'était peut-être plus facile pour un avancé d'arrêter ou de diminuer la pratique d'un mouvement de compétition pendant un certain temps Mm. et de revenir très rapidement et de retrouver son efficacité technique très rapidement lorsqu'on réintroduit la spécificité. Et moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans mon cas pour la pratique du deadlift, où finalement, dès que je suis revenu sur le sumo, je me suis senti très vite à l'aise. J'ai très vite retrouvé mes repères et j'ai pu, d'une certaine façon, exprimer la force que j'avais peut-être gagnée Ouais. grâce à une amplitude de mouvement plus importante sur le tradi. On notera qu'il pique mes idées quand même. Oui, bah, c'est comme ça qu'on paraît plus intelligent en prenant les idées des autres. Exactement, mec. Voilà. Et je pense que ce spectre de spécificité vis-à-vis du niveau de Attends, pratique sinon je vais oublier, mec. est peut-être Ouais. plus Tiens, on intéressant. l'écoute Enfin, plus. Oui, tu disais. je me suis perdu, voilà, ils m'ont perturbé. Je disais que peut-être que, voilà, finalement, c'était peut-être plus facile et peut-être que le débutant a besoin de la spécificité d'une certaine manière pour construire des repères techniques, trouver sa technique, au moins un certain temps. Là où peut-être que l'avancée peut, pendant un certain temps, s'éloigner des mouvements de compétition pour y revenir par Ouais. la suite. Bah, par rapport à ça, là, j'ai commencé à lire un bouquin, là, qui s'appelle How We Learn to Move. C'est un mec qui s'appelle Rob Gray, je crois. Et c'est un spécialiste du mouvement, entre guillemets, quoi. Et lui, en gros, bah, il dit que, en fait, pas lui directement, mais en tout cas, au fil des années, on a observé que il y avait beaucoup de variabilité de mouvement, même chez les athlètes confirmés qui, en fait, ou à une époque un peu lointaine où on pensait qu'il fallait reproduire toujours le même pattern à l'identique et qu'il fallait laisser aucune place à la variabilité de mouvement. Et en fait, on se rend compte que même les athlètes qui ont un certain niveau, qui soient confirmés, voire professionnels, international plus quoi, bah ils ont une certaine variabilité de mouvement, mais que en fait, ils arrivent à répéter une même tâche avec un peu de variabilité de mouvement, mais La même la finalité efficacité. est toujours la même au final. C'est qu'ils arrivent à effectuer cette tâche-là. Et alors qu'un débutant, il va parfois rater l'exécution de la tâche, parfois il va la réussir, mais il pourrait optimiser, etc. Donc dans un sens, c'est bien, il faut pratiquer le mouvement de compétition et tout. Maintenant, je trouve quand même que on apprend, ça fait un peu cliché, mais on apprend de ses erreurs. Donc si l'athlète débutant vous allez me dire, oui, avec le mouvement de compétition, il va faire des erreurs. C'est une chose. Mais je pense il y a peut-être parfois certaines variations qui vont créer de la variabilité de mouvement. Et je parle même pas de variations spécifiques. Ça peut être du high bar pour ceux qui sont en low bar. Même, bon, j'allais dire de la presse à cuisse, faut peut-être pas abuser. Mais voilà, quelque chose d'assez éloigné, on va dire, sur le papier, qui ne l'est pas tant que ça en réalité, je pense pas non plus. Mais qui peut, en tout cas, mettre l'athlète face à ses déchets techniques, on va dire, ou en tout cas qui peut accentuer certaines fois certains déchets techniques quoi et qui peut lui faire réaliser que au final il peut entre guillemets voilà essayer de corriger ça entre guillemets sans forcément passer par la réalisation du mouvement de compétition en lui-même quoi. Oui. Je pense que même une bonne raison d'introduire plus de diversité dans l'entraînement du débutant, c'est aussi pour répartir un peu les contraintes, parce que Mm. un Aussi, ouais. débutant qui a pas forcément C'est un peu la d'expérience dans spécialisation précoce. voilà, la spécialisation précoce, c'est, à mon sens, pas nécessairement la bonne, la bonne approche. Non pas pour dire que ça peut pas fonctionner, mais pour dire que la balance bénéfice-risque, à mon sens, est peut-être plus dans le sens du risque que du bénéfice. Enfin, en tout cas, est déséquilibré. Ça, c'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais revenir un petit peu plus sur l'aspect hypertrophie. Alors, j'ai peut-être mes biais, étant donné que je viens quand même à la base de la musculation, comme je le disais tout à l'heure. Montre ton physique mec. Non, mais par rapport aux amplitudes articulaires aussi que tu avais pu aborder tout à l'heure, je pense que le fait de sortir un peu de la spécificité, d'aller peut-être parfois sur des machines et essayer d'explorer des amplitudes un peu plus grandes que celles qu'on a l'habitude de faire avec un bench, avec un gros pontage, voilà, ça peut aussi avoir son intérêt. Je dis pas qu'on peut pas faire de l'hypertrophie sur des mouvements de compétition, mais enfin voilà, peut-être essayer de se caler sur une machine, forcer avec des RPE un peu plus haut, avec un peu plus de stabilité, ça peut parfois apporter un peu plus de
merde, je trouve pas mon mot parce que je me fais agresser. Euh, de sécurité, voilà, on pourrait dire. Voilà, c'est vrai que Je crois que la mouche est fait intervenir. si on, s- si on se met RPE 10 à chaque fois sur du bench, c'est vrai que le risque sera quand même beaucoup plus élevé que sur un chest press. Donc voilà, en fonction du contexte de l'athlète et des échéances futures, voilà, je pense que ça peut être quand même quelque chose d'intéressant à explorer pour le long terme. Là, on a l'exemple en direct. Vous voyez cette mouche-là? Elle vole, elle fait n'importe quoi, mais au final, elle arrive toujours à se poser de la même manière. Voilà, c'est exactement la variabilité de mouvement. Il y aura toujours une métaphore par podcast. j'ai Cette fois, c'est moi qui l'a fait. l'impression. La dernière fois, c'était Ben, il me semble. Ouais. D'ailleurs, regardez bien, parce qu'il fait chaud, et donc la mouche va naturellement aller vers celui qui transpire le plus. Donc je vous laisse Pour tirer vos l'instant, elle est au propres milieu, les gars. conclusions. Non, du coup, ça nous amène à notre dernier point, qui est justement finalement un peu le côté répétitif de la pratique, routinier qui peut s'installer dans la pratique. Et peut-être que cet aspect de spécificité, céder un peu de spécificité pour gagner en diversité chez certains athlètes, ça peut être intéressant du point de vue psychologique. Ouais. Et moi, j'avais cette idée-là de diversité aussi au niveau des blocs proposés à l'athlète. C'est-à-dire que souvent, et il y a encore peu de temps, j'avais la notion finalement que un bloc qui fonctionnait bien, une stratégie qui fonctionnait bien, il y avait assez peu de raisons de la changer. Il y avait assez peu de raisons, alors toujours de la place pour les blocs exploratoires, mais un peu cette tendance à jouer la sécurité, de reproduire un schéma qui fonctionnait bien. D'ailleurs, je vois passer régulièrement des coachs qui parlent des athlètes, qui montrent que finalement ils répètent depuis 3, 4, 5, 6 blocs une stratégie assez similaire et qui continue à progresser, et je pense que c'est tout à fait possible. Mais je pense notamment à des athlètes comme nous peut-être, comme certains Des athlètes coachs. Nous? Des pratiquants, on va utiliser des pratiquants qui ont soit une attirance un peu vers la diversité, qui ont besoin d'être challengés, qui ont besoin de voir que leur entraînement est renouvelé, qui ont besoin simplement de changement, sans pour autant que ça soit négatif, c'est-à-dire pas des athlètes qui cherchent à s'éparpiller, mais simplement qui ont besoin de régulièrement, renouveler leur entraînement. Je pense que ce profil-là, il est d'autant plus représenté chez des athlètes qui ont peut-être moins de temps à consacrer à l'entraînement, qui sont peut-être plus avancés dans leur pratique, qui ont une forme comme on l'a dit, peut-être de lassitude à répéter ça. Vous avez vu d'ailleurs qu'on essaie d'utiliser des mots simples cette fois-ci, on a retenu la leçon Dichotomie. du dernier podcast. Et donc avant j'avais peut-être tendance à répéter des formats relativement similaires jusqu'à ce que ça s'arrête de fonctionner. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que peut-être que d'attendre que ça s'arrête de fonctionner, c'était déjà trop tard. Ouais. Et qu'il y avait moyen, comme on dit, de pré-shoot. De pré-shot. De pré-shot. En vrai, il faudrait plutôt dire pré-shoot. Pré-shot, c'est au passé. Pré-shoot. Bon, on vous laisse... Ok, docteur on Lev. vous laisse... Voilà, d'anticiper, en français, cette introduction, finalement, un peu de changement dans la programmation. Et je pense que d'ailleurs, en réalité, c'est quelque chose qui est déjà prôné, par exemple, dans la méthodologie un peu emerging strategies, finalement, de pas répéter toujours le même bloc, mais plutôt d'avoir des séquences de blocs qui fonctionnent. Ouais. Et Avec peut-être des petites variations entre les blocs, voilà, sans pour autant, et d'introduire quand même changer. pas mal de variations, autant au niveau de la sélection des exercices que des formats proposés, peut-être que des formats de répétition, des RPE, donner un peu des couleurs comme ça au bloc, c'est-à-dire peut-être un bloc qu'on verrait un peu orienté, alors c'est un peu contradictoire peut-être ce qu'on a dit il y a quelques podcasts, c'est pas un bloc orienté hypertrophie, mais plutôt simplement un bloc avec des formats plus longs, des RPE plus élevés, versus des blocs avec des... hypertrophie biaisé, quoi. Voilà, biaisé vers l'hypertrophie. Full hypertrophie. Bon, en tout cas, finalement, Hypertrophie friendly. éviter surtout si on a identifié que ça pouvait être un problème chez un athlète, éviter que cet athlète, cet individu se retrouve dans une situation de lassitude, parce que des fois, quand c'est le cas, c'est déjà trop tard, et reconstruire le momentum à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Ouais, Donc j'ai plutôt tendance à anticiper ce renouvellement de l'entraînement. C'est vrai qu'il y a parfois une certaine monotonie qui peut se mettre en place à l'entraînement, et
comme tu dis, il faut un petit peu anticiper en discutant avec son athlète. Je pense que honnêtement, il n'y a pas besoin de données particulièrement, voilà, de données quantitatives pour détecter ça. Sauf quand c'est trop tard, peut-être ça se voit sur la performance. Mais voilà, c'est comme bon, un exemple tout bête, mais par exemple, on peut anticiper dans ce sens-là, arrêter un bloc avant la fin qu'on avait prévu, par exemple, en anticipant un petit peu, en discutant avec son athlète, même si c'est pas exactement ce que tu as dit, hein. Toi, tu parlais de variabilité. Mais voilà, pareil, dans le sens de mettre un peu de variation. Un athlète sur un slot dédié un peu à l'hypertrophie, moi, ça me dérange pas quand c'est des machines de changer un peu plus souvent que quand c'est des mouvements où il y a un certain apprentissage technique ou moteur qui doit se mettre en place parce que bon, l'exercice, il est pas forcément efficace. Peut-être qu'il peut mettre 2, 3, 4 semaines à réellement être efficace le temps qu'on enlève tous ces petits tremblements. Par exemple, si on n'a pas fait de bench halter pendant un certain temps et qu'on reprend. Alors que c'est moins vrai, je trouve, sur une machine où bah, par essence, les tremblements, ils sont pas là, logiquement. Ils peuvent être là, mais en tout cas, ils seront pas visibles sur la trajectoire. Ils peuvent être là, par exemple, au niveau des coudes, etc. Mais c'est quand même plus simple de reprendre une machine. Ça va peut-être un poil plus vite. Alors Peut-être qu'après, pas au faut niveau... prendre rapidement ses repères, trouver Oui, ses c'est standards, ça, voilà. Ça prend un petit peu de temps quand même. C'est vrai, en vrai. monter ses réglages, ou ce genre de choses, quoi. Merci pour la nuance, monsieur Bresson. Mais non, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, hein. Il y a des réglages, des machins avant d'être dans un setup, entre guillemets, le plus optimal possible. Mais ça me dérange moins, voilà, de changer un petit peu plus souvent peut-être sur des slots, un peu sur des machines, etc. Voilà. Je sais pas Mais si... je pense qu'au-delà de... Là, c'est vrai qu'on a un peu donné l'image de l'athlète qui va s'ennuyer, mais Ah oui, oui, c'est peut-être il y a un le peu cas inverse, hein. réducteur. C'est pas le seul facteur qui peut nécessiter chez l'athlète du renouvellement de l'entraînement. Euh, c'est vrai, et peut-être qu'on l'abordera dans un prochain podcast sur les pivots. Il y avait un peu cette idée véhiculée, par exemple, par Mike T ou d'autres coachs, de ce côté désensibilisation, resensibilisation, qu'on serait finalement au bout d'un moment désensibilisé physiologiquement en fait au format qu'on pratique, c'est-à-dire que pratiquer un Je entraînement crois au que bout d'un c'était moment, Systematic on Strength qui avait fait on y un post sur répondrait ça. plus. Je sais pas finalement si biologiquement ça a un sens. Par contre, ce que je vois aussi, et ce que j'ai pu expérimenter moi dans ma pratique, et je pense que pas mal de personnes se reconnaîtront là-dedans, c'est quand on répète un format de façon enfin sur beaucoup de semaines et sur plusieurs blocs, arrive un moment, je trouve, où ça devient difficile de se projeter dans la progression sur le même format. Euh, Peut-être encore plus quand on pratique les RPE fixes. Donc on se dit finalement, voilà, première semaine j'ai fait 110 x 4, deuxième semaine j'ai fait 175 x 4, etc. Et au bout d'un moment, arrive un peu cette barrière mentale, peut-être suite à une semaine qui est un peu plus difficile en termes de récupération, en termes de forme à l'entraînement, de se dire est-ce que j'en ai encore sous la pédale pour aller chercher un nouveau PR, une progression encore, pas forcément linéaire, mais ne serait-ce qu'une progression. Et arrive un peu la mauvaise semaine qui va, entre guillemets, tout gâcher. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance à pré-shoot le renouvellement, de façon à ce que ce changement, en fait, crée un peu une cassure dans la psychologie de l'athlète, de se dire, bon, j'ai progressé sur ce format, maintenant je reprends sur tel autre format, peut-être même sur une variation, peut-être même sur quelque chose d'assez éloigné de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait les blocs précédents. Ça me permet de ne pas me comparer. Et des fois, je pense que c'est bien pour l'athlète de pas, bien sûr, le powerlifter, en fait, enfin, je me dis que le powerlifting, c'est comme un sport très particulier. Il y a assez peu de disciplines dans lesquelles on est toujours confronté à sa performance. On peut pas se mentir, sauf si on se ment sur ses RPE, mais on sait combien il y a sur la barre. Donc, arrive un peu cette charge mentale de se dire tout le temps, je suis meilleur que la semaine dernière, je suis moins bon. Donc, de casser un peu cette dynamique, je pense, permet au moins pendant quelques semaines, les premières semaines du bloc ou les premières semaines d'une séquence de blocs, de d'avoir un côté, voilà, d'être un peu plus dans le processus, être un peu moins dans l'immédiateté de la performance et d'être un peu dans cette logique de construction. Voilà. Ouais, ça peut stimuler un petit peu l'athlète aussi, hein, tout simplement, hein. Ouais. Parfois, tout à l'heure, je parlais de variabilité de mouvement. Le fait de mettre une variation, on peut avoir un athlète qui va un peu plus être concentré, etc. Mm. Juste parce que bah, ça va le restimuler. Voilà, peut-être, j'allais dire des niveaux de hype un peu plus élevés, mais c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, des niveaux de motivation un petit peu plus élevés à aller s'entraîner parce qu'il a un autre objectif que faire tout le temps la même chose, quoi. Et on sait très bien qu'en tant qu'humain que nous sommes,
Je suis pas sûr qu'on est fait pour faire tout le temps la même chose. Ou en tout cas, pas tout le monde. Peut-être il y a des profils qui vont te dire que eux ils y arrivent. Peut-être qu'en réalité ils introduisent un peu de variabilité même sans le savoir. Mais voilà. Je pense que c'est très dépendant de l'individu et je pense de ses conditions de vie et d'entraînement. Ouais. Je me rends compte que souvent les athlètes qui ont plus de temps à consacrer à l'entraînement, moi je me souviens des années où vraiment l'entraînement pouvait être le highlight de ma journée. Je pouvais dès le matin penser à la performance le soir. C'était peut-être moins compliqué de se projeter pendant un certain nombre de semaines dans une répétition et une progression linéaire d'une certaine façon. Euh, Quand on se retrouve un peu plus projeté dans sa séance parce qu'on n'a pas forcément le temps d'y penser, ça devient peut-être plus compliqué de maintenir des formats ad vitam aeternam, et l'entraînement, même pour un athlète à mon sens confirmé et qui a beaucoup de temps à consacrer, doit rester un plaisir. Et quand on enlève totalement le plaisir de l'équation, je suis pas sûr que on aille dans la bonne direction. Ouais, c'est ça, mais je pense que même constamment aller chercher ce plus un à chaque entraînement, ça peut parfois amener l'athlète dans une sorte de rumination mentale, comme aurait pu le dire David dans d'autres podcasts. Mais non, mais c'était lors d'une discussion alors peut-être. Non, mais c'est parce que Antoine, voilà, il spoil Je et spoil. Non, mais ça m'est arrivé parfois sur certains blocs où j'avais l'impression que je stagnais, alors que sur le papier, pas forcément, parce que j'avais l'impression qu'à chaque entraînement, j'arrivais pas à aller chercher mon plus un ou quoi, de changer complètement mes patterns et tout, de changer tout mon bloc, parce que voilà, je me sentais dans cette période de stagnation. Et c'est vrai que ça a pu permettre de ramener un élan par la suite, et au final, une progression sur le long terme. Par contre, moi, là où j'émets un petit peu un doute, c'est que euh, ça peut peut-être en auto-coaching arriver un petit peu plus souvent, c'est que il faut pas non plus se laisser trop emporter par ses émotions, sinon on finit par tout changer à chaque bloc. oui, c'est pas l'idée. Moi, j'ai été C'est le bon, biais qu'on a quand on est auto-coach. c'est ça, voilà. Moi, j'ai toujours été en auto-coaching à part 2 mois où Ben m'a coaché. Et au début, j'avais tendance à le faire plus qu'aujourd'hui. Et même parfois aujourd'hui, ça m'arrive de me dire, vas-y, j'en ai marre de cet exo. Alors que quand je regarde ma prog après, je l'ai fait que 4 semaines. Et au final, je commençais peut-être à peine à pouvoir forcer dessus, quoi. J'essaye moins de le faire. Alors, je faisais pas ça sur mes exercices principaux. C'était souvent, comme j'ai dit, sur des exos, sur des slots d'hypertrophie, etc. Donc, faut pas non plus tomber dans ce piège de vouloir tout le temps tout changer. Et même si vous avez un coach, bah, de tout le temps demander, ouais, est-ce que je peux changer? Oui. Est-ce que après, si vous demandez tout le temps, c'est peut-être qu'il faut changer. Je dis pas qu'il faut pas non plus écouter son athlète, hein, mais parfois, voilà, il faut pas non plus tomber dans ce piège de je veux voilà, toujours introduire de la variabilité. Juste, les gars, le soleil est en train de se coucher, on va pas tarder, donc je pense on va faire. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, prendre peut-être l'exemple extrême. C'est vrai que sur une même variante, on pourrait, enfin, c'est impossible de la pousser à son extrême, sinon on serait tous super forts, tu vois. C'est vrai qu'il y a quand même un moment qui est toujours propice pour le changement. Ça, c'est des données qu'on finit par avoir sur le long terme à force de travailler avec l'athlète. Mais voilà, je voulais rebondir et amener un contre-exemple. Ouais, je pense que ce qui est important là-dedans qui ressort, c'est de pas changer sur un coup de tête. C'est simplement pour moi, en tout cas, de mon ressenti personnel et avec des athlètes que j'ai pu avoir, c'est de pas attendre de foncer dans le mur et d'être dans le mur pour changer. C'est-à-dire que des fois, quelque chose qui a bien fonctionné pendant 1-2 blocs, eh ben, c'est très bien. Mais si on sait qu'en général, au bout de 3-4 blocs, l'athlète se lasse et commence à montrer des signes de... alors pas forcément, je veux dire, c'est pas des signes de lassitude, il se plaint pas forcément de faire Si votre l'exercice. athlète vous envoie Mais coach, je suis devant la fenêtre, j'hésite à passer le pas. on peut ressentir effectivement que l'athlète est peut-être moins motivé ou commence à être un peu anxieux de ses performances sur une stratégie donnée. Et anticiper et faire le changement avant d'en être là, je pense que ça peut être quelque chose de positif. Parce qu'en général, quand on a passé ce cap-là et que l'athlète commence à ruminer justement, se dire que ça va moins bien, pour autant il fait tout bien, etc., ça devient plus difficile de recréer le momentum. Ouais. Voilà, c'est mon avis. Voilà. On pourrait carrément établir des profils psychologiques par rapport aux athlètes, par rapport à ça. Alors on va laisser... Ouais, on va laisser ça aux professionnels de la discipline. Bah écoutez, moi je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire.
On est en train de se faire envahir par les moustiques, le soleil s'est couché. Les Je pense que conditions- bientôt les zombies vont sortir. Les, On faim aussi. On a tous faim, les conditions se dégradent, donc c'est ça. je pense que c'est un... J'ai perdu des cheveux entre-temps, entre le début du podcast et maintenant. Mettre des casquettes. Donc, bah, Du coup, écoutez, c'est un podcast finalement. On avait dit que c'était juste une vidéo à la base, mais je pense que c'est un peu un format podcast filmé. Donc, bon, on espère que vous avez aimé ce format. Je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion d'en refaire un, parce que on habite tous à un certain kilométrage l'un de de l'autre. distance. Ouais. Donc, voilà, dites-nous si vous avez aimé dans les commentaires. Si vous avez pas aimé, ne nous le dites pas. Et, S'il vous plaît, s'il vous épargnez-nous. plaît. 5 étoiles sur Spotify. Ouais, même si je pense pas le mettre sur Spotify celui-là, mais 5 étoiles. Le like sur 5 étoiles de gestes techniques sur FIFA Et envoyez des DM à Quentin pour lui dire d'être Ouais, d'être présent envoyez- sur le prochain podcast. ils sont venus exprès de Toulouse pour qu'on fasse un podcast, une vidéo à 4. Quentin, il s'est barré. Oh, Quentin, ça mec. balance, ça Mec, balance. Quentin, gros. C'est le moment où Quentin, quand il regarde, il est pas à l'aise. Là. Quentin, il a quitté la vidéo depuis longtemps, là. Quentin, il sait déjà tout ça. La preuve, il y a total 7,30. C'est 37. 7,37,5. 7,37,5, c'est pas Voilà. mal. Hein. Il commence Donc après à avoir un bon niveau de moins de 74. Bon, bah, à la prochaine. Salut. Ciao.